Donc, pour commencer, nous allons parler cette fois-ci de l'amélioration des compétences émotionnelles des sportifs et on va voir quels intérêts il peut y avoir pour préserver la santé mentale des sportifs et aussi quels intérêts d'adapter justement les programmes interventionnels pour développer les compétences émotionnelles afin de pouvoir aussi optimiser les effets. Alors là, je vais plutôt prendre comment dire, une posture plutôt de recherche appliquée, donc plutôt ce qu'on voit en psychologie du sport d'un point de vue de recherche interventionnelle et aussi les apports qu'il peut y avoir par rapport au terrain. Alors, comme on a pu déjà le voir dans la matinée, alors il y a tout un contexte dans le domaine sportif où il y a de multiples contraintes que rencontrent les sportifs, que ce soit de différents niveaux, mais surtout pour les sportifs athlètes, élites, pardon. Donc, il peut y avoir comme contraintes, des contraintes d'un point de vue psychologique, puisque dans le contexte de la recherche de performance et de la recherche de résultats, eh bien, les sportifs, quand c'est exacerbé, justement, cette pression de résultats, peuvent ressentir justement du stress psychologique. Il peut y avoir aussi des contraintes au niveau social. Alors, par exemple, on a eu une présentation sur les adolescents ce matin et l'accompagnement des adolescents. Eh bien, ces adolescents-là, quand ils sont, par exemple, en centre de formation, lorsqu'ils sont coupés de leur famille, quand également il n'y a pas forcément de double, voire de triple projet, eh ben, ces adolescents-là peuvent aussi ressentir pas mal de stress d'un point de vue social et il peut y avoir aussi des conséquences à plus longue durée de cet isolement et aussi du fait de mobiliser avant tout l'identité sportive. C'est ce qu'on appelle l'identité néosportive, c'est-à-dire qu'ils vont construire leur identité surtout à travers leur pratique sportive et ça peut aussi s'identifier par rapport aux liens sociaux qu'ils ont, c'est-à-dire des liens sociaux avant tout dans le domaine, dans le microcosme sportif. Donc là aussi, c'est une source potentielle de mal-être et de problématiques de stress. Il peut y avoir aussi des contraintes au niveau physique avec justement l'enchaînement des entraînements intensifs. Et des fois, bah, les entraîneurs mettent toujours la barre plus haut en termes d'intensité d'entraînement. Et même les athlètes, dans cette recherche des fois exacerbée de succès, peuvent se mettre eux-mêmes une pression importante en termes d'investissement dans les entraînements, mais aussi dans les compétitions sportives. Et donc, ça peut aussi engendrer un certain nombre de problématiques d'un point de vue physique. Et dans ces problématiques-là, là aussi, on en a vu une ce matin, c'est-à-dire la blessure du sportif. Donc là, j'ai identifié trois différents types de contraintes. Il peut y avoir aussi, on pourrait en nommer aussi d'autres, comme par exemple des contraintes au niveau financier, qui peut être une source de stress pour les sportifs. Pour donner l'exemple de joueurs de tennis, ceux qui sont par exemple au-delà de la 150e place mondiale, eh ben, ils doivent financer leur staff. C'est comme s'ils géraient une micro-entreprise à eux seuls et ça a un coût. Et ça peut être aussi une source de stress supplémentaire puisque parce qu'ils ne sont pas salariés, ils dépendent aussi, par rapport à leurs revenus, du résultat. Et donc, ça peut être aussi un stress qui se rajoute aux multiples situations contraignantes. Plus particulièrement, dans le contexte sportif, il y a la compétition qui est une source de stress particulièrement importante. Et donc, les chercheurs ont remarqué, ont pu observer qu'il y a une variété d'épisodes émotionnels durant les compétitions sportives qui vont influencer à la fois la performance, mais aussi le bien-être psychologique. Et dans le contexte justement de cette relation émotion-performance, on remarque qu'il y a un enjeu pour les sportifs d'avoir la bonne intensité émotionnelle qui soit spécifiquement adaptée pour eux afin d'optimiser leur performance. Par exemple, pour un sportif, avoir un haut niveau d'anxiété, bah, peut-être que avant la compétition, peut-être que pour celui-là, eh bien, ça va avoir un effet handicapant pour la performance. Alors que pour un autre sportif, donc c'est là où on voit une variabilité interindividuelle, peut-être que pour un autre sportif, cette même intensité d'anxiété, eh ben, ça sera favorisant pour sa performance.
C'est-à-dire qu'il va pouvoir mobiliser ses ressources du fait qu'il a évalué la situation qui va arriver comme étant menaçante pour pouvoir justement s'adapter à la situation. Alors que pour l'autre sportif pour lequel c'était handicapant, eh bien, il pourrait être éventuellement inhibé par l'enjeu de la situation qu'il aurait justement, à juste titre, évalué comme menaçante. Donc on voit une variété interindividuelle dans cette relation émotion-performance. On voit aussi une variabilité intra-individuelle, c'est-à-dire que pour un même sportif qui va avoir, imaginons, un niveau moyen d'intensité d'anxiété avant une compétition, peut-être que pour une compétition, ça va être favorisant pour sa performance, et peut-être que pour la compétition d'après, eh bien, ça va être handicapant pour sa performance. Donc il y a vraiment là un enjeu de régulation émotionnelle comme je le disais, pour la performance, mais aussi pour le bien-être psychologique, pour son bien-être psychologique. Parce que par exemple, s'il n'arrive pas à gérer son stress qui s'accumule compétition après compétition, peut s'installer un stress chronique qui va avoir des effets délétères pour sa santé, à la fois physique et psychologique. Et donc, la régulation émotionnelle est vraiment au centre des enjeux dans ce contexte sportif pour optimiser à la fois la performance, mais aussi le bien-être. Alors, à savoir que la régulation émotionnelle est une des compétences émotionnelles. C'est-à-dire qu'on peut définir les compétences émotionnelles comme la différence qu'il y a entre les individus dans la manière dont ils identifient, comprennent, expriment, régulent et utilisent leurs émotions, mais également celles des autres. Et justement, dans ces différentes compétences émotionnelles, on peut s'appuyer sur le modèle tripartite des compétences émotionnelles où on peut justement observer que les compétences émotionnelles se déclinent, enfin peuvent se décliner sur trois niveaux. Premier niveau, ça va être le niveau des connaissances. C'est-à-dire, ça va être les connaissances que les athlètes vont avoir, alors implicites ou explicites, ce sont les connaissances qu'ils vont avoir par rapport aux différentes dimensions des compétences émotionnelles. Alors, pour prendre l'exemple de la régulation émotionnelle, eh bien, ça va être le fait qu'un sportif sache que s'il a évalué une situation comme étant hautement négative, eh bien, s'il utilise la réévaluation cognitive positive, eh bien, ça peut être efficace justement pour bien gérer son émotion. Ensuite, il y a aussi le niveau des habiletés. Alors, le niveau des habiletés, bah, c'est justement la capacité de l'athlète à utiliser ses connaissances en situation émotionnelle. Donc, pour reprendre l'exemple de la régulation émotionnelle, c'est le fait, en situation émotionnelle, en situation où il aurait éventuellement évalué la situation comme étant hautement négative, eh bien, il sera capable de réévaluer positivement si on lui demande. Ensuite, troisième niveau, il y a le niveau trait. Le niveau trait, ça va être la capacité de l'athlète à justement utiliser ses connaissances de manière naturelle en situation émotionnelle. C'est-à-dire qu'il saura, pour reprendre l'exemple de la régulation émotionnelle, il sera capable de réévaluer une situation positivement. S'il avait évalué précédemment de manière hautement négative, il sera capable de la réévaluer positivement de manière naturelle, sans forcément qu'on lui demande de le faire. Et donc, s'il arrive justement à avoir de l'autonomie dans cette capacité justement à utiliser ses connaissances, à être capable d'utiliser par exemple les stratégies de régulation émotionnelle de manière naturelle, eh bien, il peut devenir un champion en compétences émotionnelles. Au niveau de ces différentes compétences émotionnelles, on a, comme je vous l'ai expliqué, déjà l'identification des émotions. Alors, ce qui est important par rapport à l'identification des émotions, c'est déjà que l'athlète puisse accepter qu'il ressente des émotions. Il y avait des décennies en arrière la croyance comme quoi bah, les émotions, c'était forcément négatif, que ce soit pour la performance, pour le bien-être, et il fallait justement masquer, mettre à part justement son ressenti émotionnel. Or, justement, c'était cette acceptation des émotions qui peut permettre justement bah, de savoir, de nous donner des informations sur ce qui se joue, on va dire, pour nous dans les différentes situations que l'on vit. C'est-à-dire que l'émotion, en fait, bah, c'est un signal pour dire, bah, dans une situation, il se passe quelque chose qui ne va pas forcément dans le sens bah, de la satisfaction de mes besoins ou de l'atteinte de mes buts, ou au contraire, ça peut favoriser l'atteinte de mes besoins ou la satisfaction de mes besoins ou l'atteinte de mes buts. Pour pouvoir justement bien identifier ces émotions,
on peut s'appuyer justement sur le modèle des composantes émotionnelles. C'est-à-dire qu'on peut justement essayer d'identifier son émotion par l'évaluation cognitive, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai pensé par rapport à telle ou telle situation, ou alors qu'est-ce que j'ai ressenti, quels ont été par exemple les changements physiologiques qui a pu y avoir dans telle ou telle situation. Il peut y avoir aussi à partir du ressenti subjectif, la tendance à l'action, qu'est-ce que j'ai eu envie de faire dans telle ou telle situation, et enfin l'expression. Donc à partir de ces 5 composantes, ça me donne des outils, ça peut donner aux athlètes des outils pour bien identifier leurs émotions. Pour vous donner un exemple concret, bon, alors c'est un exemple qui date un peu, c'est de 2018. C'était après la Coupe du Monde. Il y avait Kylian Mbappé dans le premier match du championnat contre Nîmes. Mbappé avait reçu un tacle extrêmement violent de la part d'un Nîmois dans les arrêts de jeu. Alors, le contexte, c'est que justement, il était sur la lancée de la victoire en Coupe du Monde, et donc il s'attendait à faire une saison magnifique par rapport à la saison qui allait suivre. Donc forcément, dans ce tacle, il y a l'enjeu de la blessure. Pas déjà se blesser tout court. Et encore là, dans ce contexte où il était en condition de haute performance, c'était d'autant plus problématique par rapport à ses objectifs. Donc, au-delà de la peur qu'il a dû ressentir sur le moment, ensuite, il a ressenti de la colère. Et par exemple, si on prend les différentes composantes, il y a pu, de manière hypothétique, penser que son adversaire a voulu le blesser. Donc, il a évalué qu'il pouvait y avoir une offense contre lui. Ça, c'est l'évaluation cognitive spécifique, par exemple, de la colère. Ensuite, qu'est-ce qu'il a eu envie de faire? Donc ça, c'est la tendance à l'action. On a vu qu'il a essayé de se ruer vers le joueur, il avait envie de le frapper. Donc aussi, dans ce cas de figure, il peut y avoir aussi des changements physiologiques dans ces cas-là, augmentation du rythme cardiaque, crispation musculaire. Donc ça nous donne différentes indications pour pouvoir, à partir de ces différentes composantes, pour pouvoir bien identifier notre émotion. Ensuite, il y a la compréhension des émotions, c'est-à-dire de comprendre les causes et les conséquences des émotions, ce que cela signifie. C'est là où ça nous donne une information sur nos besoins, sur nos motivations, et que dans ce contexte-là, l'émotion a différentes fonctions. C'est d'abord, comme je le disais, une source d'information. Ça nous dit quelque chose de nous par rapport à une situation où on est dans des conditions d'atteinte de but ou au contraire, il y a quelque chose qui se passe qui va dans le contresens de l'atteinte des buts. Et donc, ça peut aussi être un facilitateur à l'action. Imaginons un sportif qui sent qu'il n'est pas forcément bien préparé, il ressent de l'anxiété parce que justement la situation est menaçante. Eh bien, justement, s'il prend en compte cette information, quelle anxiété, le fait qu'il se pose la question pourquoi j'évalue la situation comme étant menaçante par rapport à l'atteinte de mes objectifs, il va peut-être justement derrière actionner un changement, mobiliser un changement dans sa préparation pour pouvoir justement s'adapter à la situation et être plus performant. Donc il y a un enjeu de comprendre justement les causes, mais aussi les conséquences. C'est-à-dire, dans quelle situation, par exemple, je suis plutôt dans une situation facilitante pour ma performance. Et peut-être que l'émotion va me donner cet indicateur-là. Ou au contraire, dans une situation où c'est plus compliqué pour l'optimisation de ma performance et aussi pour mon équilibre personnel. Et c'est là où les émotions sont un baromètre de notre équilibre. Ensuite, il y a l'expression des émotions et sur le versant interpersonnel, c'est l'écoute des émotions des autres. Et là, comme compétence, c'est savoir exprimer ses émotions d'une manière socialement adaptée. Et ça peut avoir des différents effets bénéfiques. Alors là, je vous ai mis une liste qui est non exhaustive, mais ça peut avoir des effets bénéfiques sur l'humeur, sur la cohésion de groupe, sur la santé physique et psychologique. Et par exemple, sur la cohésion de groupe, imaginons un sportif qui ressent de la colère envers un de ses coéquipiers, mais qui l'exprime de manière pas tout à fait adaptée, avec beaucoup d'agressivité et avec des cris et de manière vraiment très agressive. Le coéquipier, il ne va pas forcément entendre ce que lui reproche celui qui est en colère. Ça ne va pas forcément être très audible. Ça ne va pas être dans un échange constructif pour pouvoir résoudre le problème. Par contre, s'il l'exprime de manière socialement acceptable, s'il l'exprime
il exprime un désaccord, il exprime le fait qu'il se sent peut-être offensé dans une situation, mais de manière posée et constructive, et bien là, peut-être que si l'autre est aussi à l'écoute, c'est là où c'est une compétence interpersonnelle importante, si l'autre est à l'écoute de l'émotion de l'autre, et ben là peut se faire un échange qui puisse être constructif et que les personnes puissent dépasser justement ce qui pose problème dans la situation. Aussi, il peut y avoir, imaginons, un coéquipier qui ressent de l'anxiété avant une compétition. Eh bien, s'il n'exprime pas son émotion, peut-être que son coéquipier, même s'il est plutôt à l'écoute des émotions des autres, eh bien, il ne va pas savoir qu'il y a quelque chose qui pose problème pour son coéquipier. Donc, il ne pourra pas essayer d'avoir une action régulatrice, comme par exemple, bah, plaisanter un peu pour pouvoir faire baisser la menace, enfin, faire baisser le sentiment de menace, donc de faire baisser l'anxiété. Et donc, il y a un enjeu à la fois d'expression de l'émotion, mais aussi derrière aussi de l'écoute. Parce que si le coéquipier exprime l'anxiété, mais qu'il n'y a personne pour écouter son émotion, eh bien là aussi, eh bien, collectivement, on ne peut pas essayer de régler le problème. Donc il y a un enjeu vraiment pour la cohésion de groupe et pour l'adaptation de manière collective de cette compétence expression des émotions, écoute des émotions. Ensuite, au niveau de la régulation, à partir justement alors là, ça va être la capacité de réguler, de gérer son stress et ses émotions. Alors pour les athlètes, ça va être dans les situations particulièrement contraignantes. Eh bien, on peut s'appuyer par exemple sur le modèle de Gross. Le modèle de Gross avance qu'on peut agir sur les antécédents de la réponse émotionnelle, soit en essayant d'agir sur la situation. Donc là, on va par exemple essayer de sélectionner une situation dans laquelle eh ben, on va plutôt ressentir des émotions plaisantes, ou au contraire, on va éviter de se trouver dans des situations qui pourraient être particulièrement contraignantes pour nous et donc de ressentir des émotions déplaisantes. On peut aussi essayer de modifier des caractéristiques de la situation pour aussi agir d'une autre manière sur la situation. On peut agir sur notre attention, c'est ce qu'on appelle le déploiement attentionnel. On va essayer de se focaliser dans ce contexte sur des éléments qui nous permettent, enfin, de nous focaliser sur des éléments de la situation qui nous permettent de ressentir plutôt des émotions plaisantes, et au contraire, plutôt se distraire d'éléments qui pourraient être pour nous source de stress. Par exemple, un joueur de tennis, il y a un point très important, s'il se focalise sur le résultat, le score, et que il se dit dans son discours interne, il ne faut surtout pas que je rate, parce que sinon, en pensant au score, je risque d'être distancé au score. Eh bien, peut-être que là, il va ressentir justement des émotions déplaisantes et des émotions qui ne sont pas forcément facilitantes pour la performance. Or, s'il se distrait justement du score et se focalise peut-être sur des éléments techniques ou tactiques, eh bien peut-être que là, justement, il va ressentir davantage d'émotions plaisantes et éviter d'avoir des émotions déplaisantes. Il peut aussi il peut aussi agir sur l'interprétation qu'il y a de la situation. C'est ce qu'on appelle le changement cognitif. Une situation qu'il avait évaluée comme étant hautement négative, il peut essayer de réévaluer la situation. Imaginons, il perd un match. Au lieu peut-être de penser, de ruminer sur les éléments négatifs qui a fait qu'il a perdu, il peut essayer peut-être de réévaluer la situation en disant tout ce qui a été négatif dans la situation, pour moi, ça peut être une source d'apprentissage afin d'avoir des pistes d'entraînement très importantes. Federer, par exemple, après ses défaites, disait souvent aux journalistes, après avoir perdu, là, j'ai pu recueillir beaucoup d'informations. C'est quand même plutôt positif. Il n'est pas content d'avoir perdu. Mais il arrivait à réévaluer la situation positivement en se disant, bon, il y a eu des informations sur lesquelles je vais pouvoir m'appuyer pour essayer de progresser à l'entraînement. Ensuite, si ce n'est pas possible d'agir sur les antécédents de la réponse émotionnelle, on peut essayer d'agir sur la réponse émotionnelle. Et là, c'est la modulation de la réponse émotionnelle. Donc là, on peut agir par exemple sur des éléments psychophysiologiques avec de la respiration lente contrôlée pour faire baisser son rythme cardiaque et faire baisser des émotions qui pourraient avoir justement cette augmentation du rythme cardiaque, comme par exemple l'anxiété. Ensuite, il y a aussi l'utilisation des émotions. Alors, l'utilisation des émotions et celle des autres, c'est pour accroître l'efficacité, que ce soit au niveau de la réflexion, au niveau de la décision, au niveau de l'action. Je prends l'exemple du célèbre coup de tête de Zidane contre Materazzi. Donc, au lieu, quand il a ressenti cette colère en finale de Coupe du Monde, au lieu justement de faire ce coup de tête, eh bien, il aurait pu utiliser sa colère, donc même pas forcément la réguler, mais utiliser l'énergie qu'il avait grâce à la colère pour pouvoir courir encore plus vite, ajuster encore plus ses gestes techniques. Et quand on est dans une situation
comme des prolongations à la 110e minute, où tout le monde était cuit, Zidane aussi le premier, eh bien, peut-être que ça aurait pu faire la différence d'avoir ce coup d'adrénaline et justement d'être encore plus performant que les autres dans un moment qui était particulièrement important. Là aussi, je vais vous parler, alors il y a pas mal d'études sur l'affluence des compétences émotionnelles sur des indicateurs de santé mentale des sportifs. Je vais vous en citer deux pour pouvoir montrer que, bah, il y a une influence de ces compétences émotionnelles sur des indicateurs de santé mentale. Par exemple, une étude qu'on a fait avec des collaborateurs de Dijon et de Lyon, où on a vu justement bah, qu'il y avait une influence de la régulation émotionnelle sur l'appartenance aux trajectoires émotionnelles. Dans cette étude, on avait, dans un premier temps, essayé d'identifier différentes trajectoires émotionnelles au cours d'une saison sportive. Plus précisément, pour l'anxiété, on avait identifié des trajectoires qu'on pouvait catégoriser d'adaptatives, comme par exemple un faible niveau au début de la saison en anxiété qui était décroissante tout le long de la saison, et une trajectoire maladaptative qui était un haut niveau d'intensité d'anxiété au début de la saison, et ça restait haut en termes d'intensité d'anxiété tout le long de la saison. Et on a remarqué qu'il y a des différences de score en régulation émotionnelle entre ceux qui étaient dans la trajectoire adaptative et maladaptative. Plus précisément, ceux qui avaient un plus haut score de régulation émotionnelle eh ben, étaient dans la trajectoire adaptative par rapport à ceux qui étaient dans la trajectoire maladaptative. Ce qu'on a pu en interpréter, c'est que les athlètes, bah, ayant des difficultés à réguler leurs émotions, eh ben, vont évaluer justement les différentes compétitions comme étant de plus en plus menaçantes au cours de la saison. Donc, compétences émotionnelles agissent sur les trajectoires d'anxiété. Il y a aussi une relation qu'on peut observer entre les compétences émotionnelles et le burn-out, avec une étude qui a montré justement que le score global d'intelligence émotionnelle est négativement associé au score global du burn-out, et que la gestion des émotions est associée à différentes sous-dimensions du burn-out, comme par exemple l'épuisement émotionnel et physique, la réduction du sentiment d'accomplissement et la dévaluation du sport. Et pareil, pour la gestion des émotions des autres, la perception des émotions et l'utilisation des émotions étaient justement négativement associées à la réduction du sentiment d'accomplissement. Ces deux études montrent, parmi d'autres études, qu'il y a bien un enjeu, justement, d'avoir plutôt un haut niveau en compétences émotionnelles afin de se préserver de difficultés au niveau de la santé mentale. Donc, premier intérêt, c'est qu'il faut justement améliorer les compétences émotionnelles afin de préserver la santé mentale des sportifs et optimiser à la fois la performance de manière durable, mais aussi leur bien-être psychologique. Là aussi, différentes études interventionnelles en sport ont essayé justement d'examiner les effets d'une intervention sur les compétences émotionnelles des sportifs. Une étude, par exemple, a montré une augmentation de 4 facteurs du modèle des habiletés de l'intelligence émotionnelle. Cependant, c'était par rapport à une approche des habiletés, non pas une approche trait, c'est-à-dire une approche dispositionnelle. Et on a pu remarquer dans la littérature scientifique que le trait d'intelligence émotionnelle était beaucoup plus prédicteur de performance durable et de santé mentale que, par exemple, le modèle des habiletés, qui était plutôt justement sur des effets à plus court terme. Ensuite, nous avons aussi plusieurs études, comme Campo et ses collaborateurs, où il y a eu une augmentation de 3 sous-dimensions du trait de l'intelligence émotionnelle, et aussi de l'étude de Campo et ses collaborateurs en 2019, où ils ont justement essayé de constituer différents groupes, où chacun avait le programme interventionnel qui a été administré par différents intervenants, comme par exemple le physiologiste, le spécialiste en préparation mentale et l'entraîneur. Et en tout, ils ont montré une augmentation d'une compétence émotionnelle, la régulation émotionnelle, pour le spécialiste en préparation mentale, et une augmentation de l'utilisation des émotions des autres pour le physiologiste. Ce que nous montrait cette étude, c'est que comme c'était 3 séances, donc un protocole de courte durée, eh bien, c'était quand même très encourageant, puisque avec 3 séances, il y avait déjà une augmentation de 2 compétences émotionnelles. Et comme c'était aussi en groupe, ça sous-entendait aussi qu'on pouvait peut-être proposer des accompagnements psychologiques individualisés afin de répondre spécifiquement aux besoins des sportifs, afin
d'améliorer les effets que l'on pouvait obtenir sur ce genre d'intervention. Pour ce faire, on a du coup proposé un programme d'accompagnement psychologique individualisé à distance pour aussi répondre aux contraintes d'accompagnement des sportifs, pour ceux qui étaient tout le temps en déplacement, pour une période bien spécifique comme la Covid-19. Pour répondre à toutes ces contraintes, on s'est dit, bon, il peut être aussi intéressant de proposer aussi d'examiner les effets sur un accompagnement à distance. Pour ce faire, ce protocole était constitué de 9 séances en visioconférence en utilisant le logiciel Scopia. Donc, c'était aussi des séances individuelles, donc entre le praticien et chaque participant, une fois par semaine, sauf pour la dernière phase où c'était une séance sur les 3 mois pour développer l'autonomie. La première phase, c'était le développement des connaissances, puisque ce protocole s'inscrivait s'appuyait essentiellement sur le modèle tripartite des compétences émotionnelles, où là, on essayait justement de co-construire avec chaque participant sur l'identification et compréhension de ses émotions, la régulation et les stratégies de régulation émotionnelle. Quand je disais co-construire, c'est-à-dire qu'on essayait justement d'apporter un certain nombre de connaissances par rapport à comment on identifie ses émotions, comment on peut les comprendre et comment on peut les réguler. Mais le participant nous donnait en retour aussi des connaissances sur dans quelle situation il ressent des émotions plutôt facilitantes pour sa performance et son bien-être, et dans quelle autre circonstance il ressent plutôt des émotions handicapantes pour sa performance. Il nous donnait aussi des indications sur quelle stratégie de régulation émotionnelle spécifiquement c'était efficace pour lui et dans quelle situation. Et nous, on lui donnait un maximum d'outils pour pouvoir justement qu'il puisse s'adapter aux différentes situations contraignantes pour lui. Ensuite, phase 2, développement des habiletés. Alors, différentes séances où justement on essayait d'entraîner justement l'athlète à être capable d'utiliser justement ses connaissances en situation émotionnelle. Ensuite, en phase 3, on était dans une phase disposition. Là, on n'avait plus une séance par semaine, mais une séance sur 3 mois, où on a essayé justement de proposer une séance d'accompagnement aux difficultés rencontrées dans la mise en place des routines pour optimiser justement l'autonomie, puisque entre les séances de la phase 2, on proposait des exercices à l'athlète qu'il a poursuivi justement dans la phase 3. Au niveau des résultats, alors rapidement, pour vous montrer les résultats d'une étude que l'on a menée avec 40 joueurs de tennis, on a réparti dans 2 groupes de manière aléatoire, 20 dans le groupe intervention, 20 dans le groupe contrôle. On a mesuré les compétences émotionnelles avec le PEC et on a aussi mesuré l'alliance, la croyance dans l'efficacité du programme, l'adhésion avec l'ACA. On passait justement ces questionnaires avant l'intervention et après chaque phase pour voir justement l'évolution des effets de cette intervention sur ces différentes variables. Et on a remarqué qu'il y a la plupart des compétences émotionnelles avaient évolué dans le temps, surtout après la phase 3, c'est-à-dire la phase développement des habiletés, et qu'il n'y avait que l'expression des émotions qui avait évolué après la phase développement des connaissances. Ce qui était intéressant avec ce résultat, c'est ce qui montrait, c'est qu'en donnant juste des connaissances sur les compétences émotionnelles, ça permettait déjà aux athlètes de pouvoir exprimer leurs émotions, c'est-à-dire qu'ils étaient déjà dans l'acceptation que les émotions avaient différentes fonctions et avaient surtout une fonction d'information et aussi d'adaptation. On remarque aussi différentes compétences interpersonnelles qui ont évolué, mais là aussi moins que les compétences intrapersonnelles, puisque justement, il y avait moins de séances qui avaient cet objectif-là de développer les compétences interpersonnelles. On remarque aussi un effet sur l'alliance, la croyance et l'adhésion. L'alliance a augmenté au fil du temps, donc ça montre aussi qu'un protocole en distanciel n'a pas altéré justement cette alliance praticien-pratiquant. Par contre, on voit une diminution de l'adhésion. Et ce qui était intéressant avec ce résultat, c'est que la baisse de l'adhésion était surtout due, on a pu interpréter le résultat de cette manière, c'est qu'il n'y avait plus qu'une séance dans la phase de disposition. Et donc, forcément, c'était peut-être un peu trop brutal après justement avoir une séance d'accompagnement chaque semaine. Donc, dans de futurs protocoles, il faudrait justement que cette baisse
du nombre de séances d'accompagnement soit plus progressive. Mais ce qui est resté quand même très intéressant, c'est que on était sur un score qui était encore au-dessus de 4 sur 6, et ce qui donnait quand même un super niveau d'adhésion. Rapidement, sur les facteurs d'influence de l'efficacité du programme, on a pu remarquer justement que, aussi avec d'autres analyses, que l'alliance influençait les résultats de l'intervention. Donc, il n'y a pas que le contenu du programme qui était un facteur d'efficacité, mais il y avait aussi l'alliance praticien-pratiquant. Et justement, on essayait de baser sur ce protocole. Bon, j'ai mis une citation qui était un peu dans l'esprit du protocole, c'est-à-dire qu'accompagner autrui, ce n'est pas l'emmener là où nous voulons, c'est cheminer avec lui aussi dans la direction où il est capable d'aller. C'était vraiment cette idée de vraiment co-construire avec l'athlète et de pouvoir s'adapter justement à ses besoins et à ses problématiques spécifiques. On a remarqué aussi dans une autre étude, enfin dans des résultats préliminaires, que les mécanismes de défense, donc c'est des euh, processus inconscients d'autorégulation émotionnelle dans des situations d'anxiété et de stress. Et on remarque qu'il y a un haut niveau de mécanismes de défense maladaptatifs au début du protocole, et ben, donner une plus faible progression en contrôle de soi par rapport à ceux qui avaient un faible niveau en mécanisme de défense maladaptatif. Et ça peut s'expliquer comme, par exemple, le fait d'être dans le déni ou la rationalisation, ça peut être un frein à l'apprentissage. Puisque justement, si on est dans le déni, eh ben, on se dit, ben, en fait, non, il n'y a pas de souci dans mon apprentissage actuel, on peut plus difficilement progresser. Pareil, si on rationalise, si on dit, oui, si on ne progresse pas, c'est à cause de ceci ou cela qui serait plus acceptable par rapport à notre estime de nous-mêmes, là aussi, ça peut être un frein à la progression. Alors, deux dernières diapos sur les recommandations pratiques qui en découlent de ce protocole. Bah, un entraînement, pour remarquer à partir de nos résultats qu'un entraînement intense et régulier est nécessaire pour un développement durable des compétences émotionnelles et qu'il peut y avoir un enjeu d'ajout de séances de groupe pour développer davantage de compétences émotionnelles interpersonnelles. On remarque à travers nos résultats l'importance de permettre une flexibilité et des combinaisons de stratégies. Donc, il n'y a pas forcément une stratégie qui est efficace dans différentes situations. Ça dépend de l'athlète, ça dépend des circonstances pour l'athlète, de son efficacité. Donc, il y a un enjeu aussi qu'il soit le plus flexible possible dans cette utilisation de stratégies de régulation émotionnelle et que les séances individualisées permettraient justement de répondre aux problématiques spécifiques des sportifs. Enfin, dans les perspectives à la fois de recherche et de terrain, on pourrait proposer dans de futures interventions, qui pourraient être aussi utilisées par les psychologues, l'utilisation de la réalité virtuelle pour améliorer les effets du programme. Dans des situations qu'on voyait avec l'athlète, dans des situations qui étaient problématiques pour lui d'un point de vue émotionnel, donc on était là dans un échange par rapport à ces situations. L'idéal, ce serait aussi de pouvoir les faire vivre en virtuel pour pouvoir essayer justement de l'entraîner davantage à ses compétences émotionnelles. Ensuite, l'influence de la téléprésence et de la pleine conscience sur l'évolution des variables psychologiques qui sera aussi à investiguer. Par exemple, dans un protocole d'intervention à distance, la téléprésence, ça serait quoi? Ça serait le niveau de sentiment de présence que l'on a dans l'entretien. Donc, ça pourrait être aussi important, on voit même par rapport aux cours, hein, même que ce soit les cours universitaires, quand les étudiants ne mettent pas forcément leur caméra ou que sais-je, que dans une réunion où on ne met pas nos caméras, c'est un indicateur qu'on ne sent pas forcément présent dans la situation. Et dans ce cas, par exemple, de développement des compétences émotionnelles, le niveau de présence dans la visioconférence pourrait être aussi un facteur d'influence sur l'évolution des variables et la pleine conscience également, c'est-à-dire à quel point on est capable de se sentir focus dans la situation pour être aussi un facteur d'influence de l'évolution des compétences émotionnelles. Il serait aussi intéressant de voir les effets de l'intervention sur des données biologiques comme la variabilité de fréquence cardiaque ou le cortisol. Et enfin, pour vraiment montrer l'importance de développer ces compétences émotionnelles pour préserver la santé mentale, il serait intéressant de pouvoir observer des effets de ce genre d'intervention sur des indicateurs de santé mentale comme la sévérité des symptômes dépressifs et anxieux sur le burn-out ou la consommation de substances. Je vous remercie de votre attention et avec plaisir pour répondre aux questions.
Alors, sur la gestion des émotions, concernant la colère, vous Oui. disiez tout à l'heure, bah, canaliser sa colère, par exemple pour une action sportive ou vers le but, comme on dit, mais on sait pertinemment que quand on est en colère, on maîtrise pas sa colère et ça nous dépasse même. Et puis parfois même la colère est multipliée par la colère. Du coup, comment vous amenez les choses pour Alors, gérer cette colère? c'est intéressant, votre question sur le. Vous avez commencé par canaliser sa colère. L'enjeu, par exemple, si on utilise la colère pour essayer d'accroître notre efficacité, eh bien, on n'essaie pas de la canaliser, on essaie juste de l'utiliser d'une autre manière qu'un, par exemple, un comportement impulsif. C'est là tout l'enjeu et c'est évidemment compliqué, justement, si on a la colère qui nous dépasse. Là, on n'est pas dans un enjeu d'essayer d'utiliser cette émotion. On est plutôt dans un objectif de régulation. Puisque là, on est dans une intensité où ça nous dépasse. On n'est plus maître de ses mouvements et on fait n'importe quoi. Effectivement, vous avez raison. Dans certaines circonstances, ça peut nous dépasser. Et c'est justement dans cette circonstance-là qu'il faut baisser l'intensité de la colère, voire d'essayer de jouer sur le type d'émotion. C'est-à-dire de faire passer de la colère à une autre émotion qui soit moins délétère d'un point de vue comportemental ou même sur la durée, sur la santé physique, psychologique, ou même sur des conséquences sociales, puisque des fois, l'expression de la colère peut être tout à fait inadaptée. Dans ce contexte-là, là, l'enjeu, c'est pas d'utiliser son émotion à bon escient, c'est surtout de la réguler. Et de la réguler, soit de l'intensité, donc par exemple, on essaye voilà, de respirer, de pouvoir faire baisser la crispation musculaire, enfin, d'essayer de se détendre au niveau musculaire, de faire baisser son rythme cardiaque. Donc là, on va plutôt jouer sur l'intensité de la colère où on essaie de changer de type d'émotion. Mais là, on va plutôt être dans des enjeux de régulation si ça nous dépasse. L'utilisation, c'est quand on est dans une intensité qui ne nous dépasse pas et qu'on sent que bon, on a de l'énergie parce qu'on n'est pas content. Et on va se dire, bah, tiens, cette énergie-là, on va essayer de la placer sur quelque chose qui peut vraiment nous servir pour l'atteinte de nos objectifs. Ça va être vraiment la distinction entre utilisation et régulation. Merci. Guillaume, tu nous as dit que les protocoles que tu avais mis en place étaient à la fois en présentiel, en face à face, avec les sportifs, et puis en distanciel, en visioconférence, ce qui est intéressant, puisque les sportifs, on les a pas toujours sur la main, ils sont toujours en déplacement, et puis tout ça. Est-ce que tu as pu observer une différence entre le fait de faire tes interventions en présentiel et en distanciel? Alors, ça serait une perspective de recherche très intéressante. Là, ça serait sur un ressenti plutôt personnel. Et d'un point de vue recherche, on n'a pas encore testé les effets de cette comparaison présentiel-distanciel. Et celle-là, ça pourrait être une perspective très intéressante sur plusieurs variables. Déjà aussi l'alliance, faire une comparaison de l'alliance praticien-pratiquant. Est-ce que la relation avec le pratiquant change si on est en présentiel-distanciel? Et alors personnellement, ce que j'ai pas remarqué vraiment de différence. Alors là aussi, c'est intuitif, ça n'a pas vocation, enfin c'est une opinion, c'est pas vérifié par une expérience scientifique. C'est qu'il y avait un haut niveau, dans le petit échantillon de tennisman, il y avait un haut niveau, il me semble, de téléprésence. Donc ils étaient vraiment très présents dans la situation, et donc j'avais pas l'impression qu'il y ait une différence par rapport à le présentiel. Je pense que c'est un facteur justement important à investiguer. Et s'il y avait des athlètes qui étaient moins justement téléprésents dans la situation, c'est là où il pourrait y avoir une différence et là négative par rapport au présentiel, il me semble. Oui. Alors, effectivement, très, très bonne question. Là, en fait, sur le protocole qu'on a mis en place, c'était surtout sur des jeunes adultes. Par la moyenne d'âge, je crois que j'ai mis 20 ans. Donc, effectivement, ça ne serait pas pareil par rapport à des enfants ou préados. Et c'est là où il faudra adapter aussi le protocole, par exemple, sur les échanges, que ce soit sur les exercices, mais aussi sur les échanges qu'on a avec eux au niveau sur les émotions, d'être encore plus imagé.
de faire des protocoles aussi encore un peu plus à base de jeu pour pouvoir faire en sorte qu'ils puissent y avoir cette co-construction, qu'avec leurs propres mots, on essaye justement d'adapter notre suivi aux connaissances déjà actuelles et aux capacités des enfants. Merci pour ta présentation, Guillaume. J'avais une question par rapport au modèle de Gross, où euh, donc notamment les stratégies les plus proactives d'anticipation, sélection de la situation, modification de la situation. Est-ce que c'est pertinent? Et si oui, comment est-ce que c'est pertinent d'appliquer ces types de stratégies quand on sait que dans le sport de compétition, on ne choisit pas vraiment les situations qui vont être la source même des émotions. Ça peut même ressembler à de l'évitement expérientiel. Si on se dit, ah, moi, je ne vais pas me mettre dans cette situation comme ça pour éviter justement de me mettre en colère. Comment est-ce que ça peut ça peut jouer? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se travailler justement en amont ou on laisse tomber? Alors, ça serait plus, à mon sens, l'enjeu de la flexibilité. C'est-à-dire que si, par exemple, dans une situation, il y a une stratégie qu'on peut mettre en place, effectivement, il y a des situations où on ne peut pas mettre en place telle ou telle stratégie. Et puis, il y a aussi des situations où, même si on peut la mettre en place, ça ne va pas être efficace pour nous. Et l'enjeu de la flexibilité, c'est que tant qu'on utilise une stratégie qui marche, eh bien, on la garde et on essaye justement de ne pas être rigide dans cette utilisation-là, puisque à un moment donné, quand je parle de rigidité, c'est qu'au moment où on devrait changer, ben, on n'est pas capable, puisqu'on a tellement automatisé ça qu'en fait, ben, on reste dans cette utilisation de la stratégie. Et la flexibilité, elle se joue aussi au niveau des différences de situation, mais aussi au niveau temporel, parce que des fois, alors là, je vais plutôt prendre les mécanismes de défense, des fois, dans une situation où il faut être tout de suite efficace, des fois, être dans le déni un peu du problème et jouer de manière plus instinctive, ben, peut nous aider à nous adapter à court terme. Là où le déni pourrait être, par exemple, problématique, c'est qu'on ne réglerait pas forcément ce qui pose problème dans la situation et donc ça aura des effets à plus long terme. Et donc, il y a aussi l'enjeu de la temporalité. C'est-à-dire qu'il y a des fois, une stratégie, à un moment donné, peut être efficace et à un autre moment, pas efficace. Il y a des situations qui nous contraignent et où on ne peut pas utiliser la sélection de la situation, par exemple. On est bloqué dans la situation. Et c'est là où on doit, je disais, être adaptatif et flexible, c'est qu'on doit s'orienter vers une autre type de stratégie. Par exemple, jouer sur l'intention ou l'interprétation. Même des fois, il est nécessaire de faire une combinaison de stratégies. Imaginons un sportif qui ressent une énorme intensité d'anxiété. Là, il peut pas faire, il est tellement anxieux qu'il ne peut pas essayer de réévaluer positivement. Et au niveau cognitif, je veux dire, il est complètement dépassé par son intensité d'anxiété. Et là, pour qu'il puisse réévaluer positivement, il faut déjà qu'il fasse baisser son intensité à partir, par exemple, d'une technique de respiration. S'il peut l'utiliser aussi à ce moment-là. Parce qu'il peut être aussi bloqué dans une situation où il n'y a pas le temps de respirer, etc. Là, il va peut-être se dire, est-ce que je peux me focaliser sur d'autres aspects de la situation? En fait, il faut qu'il soit le plus adaptatif possible, c'est-à-dire qu'il y ait un large éventail de capacités de stratégie de régulation des émotions, et il l'utilise aussi en fonction de la situation. Quand je disais la combinaison, c'est qu'il peut d'abord respirer, par exemple, pour faire baisser l'intensité de l'anxiété, et ensuite, parce que si il interprète toujours de la même manière, ça va remonter, s'il évalue encore de manière menaçante la situation. Et c'est là qu'une fois que ça a baissé son niveau d'anxiété, il enchaîne avec de la réévaluation cognitive positive. Ok, Je ne sais merci. pas si c'était un peu dans l'axe ou si tu veux. Ouais, mais je reste quand même pas persuadé que au niveau de growth, c'est vraiment ce côté genre, ok, pour éviter de mettre en colère, parce que celui-là, je sais bien qu'il va mettre en colère, je vais aller, je vais pas aller lui parler. Donc c'est vraiment, je pense que ça se passe vraiment dans l'anticipation même du stimulus qui est source d'émotion. Donc, le sportif, il doit s'ancrer dans la compétition. Donc, comment est-ce que ça peut jouer ce côté de sélection je vais à championnat, je vais pas à championnat, je change de coach. Je pense que c'est ça les enjeux. Parce que je pense que là, tu n'as que parlé en fait de stratégie d'émotion, de régulation d'émotions sur le moment. Alors, sur le moment, effectivement, il y a une part d'anticipation. Quand tu connais un peu les circonstances, tu anticipes aussi et aussi par rapport à la régulation, tu as raison, interpersonnelle. Si tu sais que quelqu'un, par exemple, dans une situation, va réagir de telle ou telle manière, tu vas essayer d'anticiper aussi, toi, ta manière de réagir, ta manière de comporter, pour faire en sorte que dans la situation, ça soit peut-être le moins pesant possible, sans forcément aussi éviter. Et tu vas essayer
entre guillemets, désamorcer la bombe avant qu'elle explose. Et donc là, il y a un travail en amont à savoir, et aussi une connaissance. C'est là aussi où il y a importance aussi de connaissance de soi, dans quelle situation, par exemple, j'ai telle ou telle émotion. Par exemple, un sportif qui sait que dans une situation, il va vite voir ça comme étant menaçant, eh ben, il essaye justement de travailler ça en amont et de faire une réévaluation, enfin en tout cas de penser, de s'imaginer la situation Ok. pour pouvoir agir dessus. Ok. Merci.